Deux invités à un plateau, une règle du jeu, pas d'animateur. Ils sont tout seuls devant les caméras. Chacun de leur côté, ils se sont donc préparés pour cette rencontre. Mais pour commencer, petite présentation des protagonistes par eux-mêmes. Je m'appelle Francis Eustache, je suis neuropsychologue de formation. Je dirige une unité de recherche de l'INSERM, donc qui travaille sur la mémoire et les maladies de la mémoire, et dans un centre de recherche en imagerie cérébrale qui s'appelle Cicéron. Deuxième invité, même question. Qui êtes-vous? Je m'appelle Serge Laroche, je suis directeur de recherche au CNRS et je dirige le centre de neurosciences à l'université Paris-Sud à Orsay. Et ma spécialité, c'est centrée sur les mécanismes cellulaires et moléculaires de la mémoire. À partir de maintenant, vous avez 30 minutes, avec vos montres en point de repère et une lumière rouge. Elle s'allumera si on a besoin de vous arrêter. Allez, c'est parti. La mémoire démasquée, je pense que c'est assez juste. On voit le visage de la mémoire. Bon, ce qui reste en débat, c'est ce qui se cache derrière ce visage, où là, on a des pistes, on a des éléments, mais on a encore beaucoup de choses à apprendre. Oui, effectivement, des progrès très importants ont été réalisés, ces 10 dernières années. Peut-être pas dans tous les domaines liés à la mémoire. Sur les mécanismes, il y a eu des avancées vraiment importantes. Je pense qu'en imagerie aussi, ou même sur les processus psychologiques qui régissent la mémoire. Malgré tout, une chose, je crois, qui est importante, c'est on n'a aucun exemple où on peut dire, tiens, voilà, dans le cerveau, un réseau d'une mémoire particulière. Donc, il y a beaucoup de mécanismes commencent à être connus, mais en même temps, on est encore un peu loin de définir exactement comment ça marche. Donc la mémoire, ça a l'air tout simple, c'est une fonction qui permet d'enregistrer, de stocker, de récupérer des informations. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes d'accord sur cette définition très très générale. Tout à fait. Et je pense que une remarque sur peut-être un point très important, c'est cette idée de récupération, parce que on n'a pas un mémoire maître. On ne sait pas aller mesurer vraiment la mémoire. On est obligé de passer par la performance, donc la récupération d'un souvenir pour voir si le sujet ou l'animal a conservé une trace d'un événement passé. Donc, en fait, on a une mesure qui est un peu indirecte. Alors, il y a un autre point aussi, je pense qu'il faut qu'on précise. En neuropsychologie, on considère plutôt la mémoire comme formée de plusieurs composantes. Donc, tout le monde n'est pas d'accord sur le nombre, l'existence de tel ou tel système de mémoire. Bon, moi, je me réfère souvent à une position qui considère que la mémoire est formée de 5 systèmes. Donc une mémoire à court terme ou de travail, donc qui maintient des informations pendant quelques secondes, une petite quantité d'informations pendant quelques secondes, et puis des systèmes de mémoire à long terme plus ou moins complexes, qui vont de mémoire des automatismes, qu'on appelle la mémoire procédurale, par exemple conduire une voiture, c'est quelque chose qu'on sait faire depuis longtemps, des mémoires perceptives, qui permettent d'identifier des stimuli que l'on connaît, et puis ensuite des mémoires beaucoup plus complexes. L'une s'appelle la mémoire sémantique, qui est la mémoire des connaissances générales sur le monde dans un sens très très large, y compris sur soi-même. Et puis la mémoire qui serait la plus sophistiquée, qu'on appelle la mémoire épisodique, qui est la mémoire des souvenirs. Je pense que sur les grandes formes de mémoire, on serait à peu près d'accord. Peut-être que ce qui est moins bien connu encore, c'est que ces systèmes ne sont pas totalement isolés non plus. Ils vont travailler en interaction. Et il peut y avoir des passages de l'un à l'autre, où un souvenir peut être un souvenir personnel à un moment de la vie, puis à un moment devenir, parce qu'il est répété très souvent, devenir entièrement automatisé, par exemple. Donc on a un changement. Donc peut-être c'est un peu en fonction des contenus, il y a des interactions entre ces systèmes de mémoire. Je ne sais pas si l'imagerie, par exemple, peut aborder ce genre de questions ou amène des... La mémoire n'est pas figée. C'est-à-dire qu'on peut élaborer des paradigmes, des façons de mesurer la mémoire qui permettent de contrôler de façon très stricte ce qui a été encodé, c'est-à-dire ce qui a été enregistré au départ et ce qui est rappelé. Mais en fait, la mémoire sur des temps plus longs ne fonctionne pas comme ça. Et effectivement, les traces vont se modifier et un souvenir très précis
eh bien, va devenir plus, au fil du temps, une connaissance sur quelque chose. C'est-à-dire qu'on va avoir des connaissances, par exemple, sur une ville, tout en ayant oublié les souvenirs précis de cette ville. Et quand on réfléchit à ça, je pense que l'on comprend une partie de la complexité de la mémoire. La mémoire, c'est pas simplement maintenir des informations ad intégrum, mais c'est au contraire une fonction qui modifie les traces au fil du temps. Et là, on voit que c'est une fonction beaucoup plus complexe et qu'il va être beaucoup plus difficile de corriger les effets, par exemple, de la pathologie, de différentes maladies sur cette mémoire. Oui, c'est-à-dire que la mémoire, le cerveau, c'est pas un écran sur lequel vient se projeter comme ça de l'information et puis on la retrouve pas. C'est vraiment un système qui va créer l'information dans le cerveau. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une grande variabilité. Plusieurs personnes qui assistent à la même scène ne vont pas avoir le même souvenir parce que c'est à la fois nos perceptions, mais aussi notre sentiment, notre fantaisie du moment, le cheminement de notre pensée. Et tout ça est incorporé dans le souvenir, qui peut donc avoir plusieurs contenus aussi, des détails, des choses plus personnelles. Donc c'est vraiment, je suis tout à fait d'accord avec cette conception que c'est un mécanisme qui est de base reconstructif. On construit l'information dans le cerveau et c'est ça qui fait que notre cerveau se crée une représentation du monde et peut utiliser, mettre à jour cette représentation continuellement. Avec l'imagerie cérébrale, quand on mesure la mémoire, c'est en fait, on est au bout de processus extrêmement complexes de prise d'information, de stockage de l'information, de récupération de l'information. Et ce que permet l'imagerie, entre autres choses, c'est de mesurer, visualiser l'activité du cerveau à ces différentes étapes. Ce qu'on ne pouvait pas vraiment faire auparavant chez le sujet sain. Donc, bon, c'est une autre méthodologie pour étudier la mémoire et on va donc croiser les résultats que l'on obtient en imagerie avec d'autres résultats, que ce soit l'expérimentation animale, que ce soit d'autres travaux faits dans d'autres domaines. Oui. Par contre, il y a plusieurs formes d'imagerie aussi du cerveau humain. Mais est-ce que ça nous apprend réellement? Ça nous apprend que certaines zones du cerveau vont être activées quand le sujet se remémore telle partie d'un souvenir, etc. En même temps, est-ce que ça nous permet aussi, parce qu'il n'y a pas une structure de la mémoire dans le cerveau, c'est des réseaux, de vastes réseaux en interaction, est-ce que ça nous apprend sur la dynamique de ces réseaux, sur leur stabilité dans le temps, sur leur organisation selon les formes de mémoire dont on parlait tout à l'heure? On peut dire dans un premier temps, l'imagerie a permis de corroborer des notions que l'on avait déjà. Il y a des réseaux, certes, qui sont très importants. Il y a des régions du cerveau qui sont très importantes, comme l'hippocampe. C'est une région qui se trouve à la face interne des lobes temporaux, qui est une structure clé dans la mémoire épisodique que l'on a évoquée. Et puis, il y a d'autres régions. Et puis, progressivement, l'imagerie cérébrale a montré des choses nouvelles, des choses que l'on ne connaissait pas. Par exemple, a montré une spécialisation hémisphérique pour l'encodage, pour la prise d'informations et pour la récupération des informations. Ça, c'était une donnée que nous n'avions pas auparavant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et puis également, il y a des aspects très intéressants, c'est qu'en imagerie cérébrale, on peut mesurer l'activité du cerveau quand un sujet enregistre les informations, enregistre un élément, un autre élément, un autre élément. Et puis ensuite, on peut voir le devenir de ces différents éléments. Certains vont être mémorisés, c'est-à-dire vont être récupérés par la suite, d'autres vont être oubliés, d'autres vont être dans un état un petit peu intermédiaire. Et donc, on va pouvoir comme ça remonter en quelque sorte dans le temps et voir donc qu'est-ce qui permet qu'un souvenir soit vraiment constitué et devienne un vrai souvenir au fil du temps. Et c'est effectivement la notion plus d'activité synchrone au niveau des réseaux cérébraux. Donc il y a certes des régions du cerveau qui sont indispensables, mais surtout ce qui va favoriser la réussite, on pourrait dire, du souvenir, c'est l'activité synchrone de différentes régions du cerveau, à la fois hippocampique et néocorticale. Chez l'animal, ces techniques d'imagerie peuvent être utilisées aussi, bien sûr, soit chez le primate, soit même chez les rongeurs. Mais je pense que chez l'animal, on a une vision plus large de ce que peut être une imagerie qui n'est pas une réelle imagerie, parce que ce n'est pas forcément des images, mais par exemple,
quand on enregistre l'activité de neurones, on peut dire, on fait aussi un peu de la cartographie, etc., pour savoir quelle région est activée dans telle circonstance. On peut aussi, au travers des connaissances que l'on a de nos jours, des mécanismes, on a des possibilités de faire des marquages de neurones qui sont activés lorsque l'animal apprend tel ou tel type d'information ou lorsqu'il récupère cette information. Donc on a aussi cette approche, mais qui va en même temps, du coup, nous donner un accès à des mécanismes au niveau plus cellulaire, au niveau plus moléculaire, sur la manière dont ça peut se passer, plus que ce que l'on peut faire chez l'homme. Mais les synchronisations, c'est aussi un élément très important. Beaucoup de recherches à l'heure actuelle montrent comment des régions dispersées anatomiquement du cerveau, mais connectées entre elles, vont, au moment où l'animal mémorise quelque chose, entrer en synchronie avec des oscillations d'activité qui vont le permettre de se grouper comme une sorte de réseau temporaire qui va être, in fine, le véritable support de l'information en mémoire. C'est-à-dire ce réseau particulier de neurones qui va être activé lorsque l'animal mémorise quelque chose et qui sera réactivé au moment du rappel. Alors, tout ce que vous évoquez là, c'est vraiment une révolution dans ce qu'on peut appeler la physiologie de la mémoire, hein, les mécanismes intimes de la mémoire. Et puis l'autre aspect très intéressant en imagerie cérébrale, c'est l'élucidation partielle, mais tout de même, des mécanismes qui se trouvent modifiés au cours du vieillissement normal, du vieillissement physiologique, et puis également au cours de maladies, comme la maladie d'Alzheimer, qui est une des grandes maladies de la mémoire. Et ça, c'est très important, parce que c'est aussi une dimension de l'étude de la mémoire, et puis c'est l'entrée dans des domaines extrêmement intéressants sur le plan médical. Alors, je ne sais pas si la mémoire flanche inexorablement. C'est-à-dire qu'au cours du vieillissement, là je parle du vieillissement physiologique, du vieillissement dit normal, la mémoire, certes, elle se modifie. Il y a des aspects un peu subtils qui se modifient, mais ce n'est pas vraiment la mémoire elle-même qui se modifie. C'est plus le travail qui se fait avec la mémoire. Et en fait, toutes les aides à la mémoire aident lors de l'encodage, aident lors de la récupération. C'est-à-dire que quand on a besoin de rechercher un souvenir, eh bien, on prend des chemins, on a besoin de retrouver le fil de ces souvenirs. Et c'est plus ça qui est pris en défaut au cours du vieillissement. Et là encore, l'imagerie est tout à fait en accord avec ce type de raisonnement, puisque ce sont les lobes frontaux qui se modifient au cours du vieillissement, qui ont tendance à être plus petits, hein, s'atrophier, à fonctionner moins. Quand on fait des mesures du métabolisme cérébral, on voit qu'il y a une diminution du métabolisme cérébral dans ces régions frontales. Et je pense qu'on retrouve des éléments de ce type également chez l'animal. On peut retrouver un peu ça chez l'animal. Je crois que pour stocker un souvenir, l'information va activer un réseau de neurones, qui est un vaste réseau de neurones dans le cerveau, dont on n'a pas une localisation précise, mais on sait quelles et quelles structures vont y participer. Et dans ce réseau, c'est une activité électrique des neurones, dynamique, qui a aussi une musique, une temporalité, qui est la signature d'un souvenir particulier. Mais il faut pouvoir le stocker à long terme si on veut pouvoir le récupérer. Et là, cette activité électrique qui se propage dans un réseau de neurones va entraîner progressivement des modifications au niveau de la mécanique biochimique des neurones. Et c'est d'une extraordinaire complexité, avec des centaines d'interactions entre des protéines, des régulations au niveau des gènes qui vont synthétiser de nouvelles protéines, qui vont permettre de modifier les connexions entre les neurones, c'est-à-dire les synapses, voire même de créer de nouveaux chemins dans le cerveau, de nouvelles connexions synaptiques qui n'existaient pas avant. Et un des buts de la recherche va être de se dire, mais par exemple, au cours du vieillissement, quand la mémoire flanche, si elle flanche, qu'est-ce qui ne va pas? Et là, on va tomber sur différents types de mécanismes. Soit l'animal ne fait plus bien attention, il y aura une difficulté d'encodage, le souvenir soit moins bien encodé. Mais souvent aussi, c'est cette mécanique, cette extraordinaire plasticité du cerveau qui est responsable, qui permet de stocker les souvenirs, qui va ne plus fonctionner correctement. Donc les synthèses de protéines vont être réduites, les récepteurs vont disparaître, certaines synapses ne sont plus présentes, il y en a moins. Et donc le cerveau, cette machine à fabriquer des souvenirs qui a une extraordinaire plasticité, va progressivement perdre cette capacité de plasticité. Et donc là,
on n'est pas totalement dans l'irréversible, mais on est quand même dans une décroissance progressive des capacités qu'a le cerveau à mettre en mémoire des informations et aussi à les récupérer. Parce que la récupération, on le sait depuis quelques années, c'est quand même une grande découverte aussi, c'est que la récupération, c'est pas seulement retrouver un souvenir, mais une fois qu'il est récupéré, on a l'impression qu'il faut le reconsolider, sinon il serait perdu. Donc, tout le travail qu'a fait le cerveau pendant la mémorisation initiale doit être refait, en tout cas dans certaines circonstances, au moment où on rappelle un souvenir. Il faut le remettre en mémoire, sinon il risque d'être perdu. Et là encore, même un souvenir qui était parfaitement bien fixé, le rappel peut, au cours du vieillissement, déclencher une moins bonne remise en mémoire de la même information qui va conduire à des pertes. Dans mon unité, on a beaucoup travaillé en imagerie cérébrale avec différentes pathologies, notamment dans la maladie d'Alzheimer. Et on avait au départ, il y a une quinzaine d'années de ça, l'ambition de faire une cartographie à la fois des lésions du cerveau au fur et à mesure de la progression de la maladie, et puis des dysfonctionnements du cerveau. Avec au départ une idée assez simple, c'est-à-dire qu'on allait voir comme ça la carte évoluer avec des anomalies anatomiques et puis des anomalies de fonctionnement, et on pensait que ces anomalies allaient être conjointes. Puis en fait, on a montré des choses complètement différentes. Oui. On a montré certes des anomalies anatomiques, donc qui commencent dans cette région de l'hippocampe et puis qui s'étendent à différentes régions du cortex, du manteau cortical, mais en fait, ce qu'on a observé en imagerie fonctionnelle était différent, avec des résultats même paradoxaux. Cette région hippocampique, eh bien, n'est pas la première à dysfonctionner, alors que, excusez le terme de dysfonctionner, alors que sur le plan anatomique, elle est touchée très tôt. Donc, ça signe un terme que vous avez déjà utilisé, c'est une plasticité, et une plasticité qui existe certes chez le sujet sain, vous venez de le rappeler, mais qui existe également dans des maladies, et qui semble particulièrement efficace dans certaines régions du cerveau, comme l'hippocampe. C'est aussi un type de recherche très étudié, c'est-à-dire essayer de pouvoir récupérer ces capacités de plasticité. Et chez l'animal, on fait des choses relativement simples, mais par exemple, l'enrichissement comportemental, de mettre des animaux qui sont soit âgés, soit qui sont des modèles animaux de certaines pathologies humaines, comme Alzheimer ou le retard mental, et de placer ces animaux dans des situations complexes, avec des environnements qui changent tous les jours, avec des congénères avec lesquels ils ont des interactions. On voit que ça permet de récupérer certaines capacités de plasticité, et en même temps, en parallèle, l'animal va récupérer certaines des capacités mnésiques qui commençaient à être affectées. Donc ça, c'est très important. Et chez l'homme aussi, on connaît les effets bénéfiques de l'enrichissement, de l'environnement, de l'exercice de la mémoire, etc. Ça rejoint une notion qu'il faut encore préciser, mais qui est cette notion de réserve cognitive. C'est-à-dire que tout au long de la vie, eh bien, en travaillant d'une certaine façon, en vivant d'une certaine façon, j'ai envie de dire, on va acquérir une certaine réserve qui nous permettra d'avoir un fonctionnement de la mémoire plus performant, plus longtemps. Oui, mais concrètement, comment accroître la performance de notre mémoire et surtout éviter sa dégradation? Il n'y a pas une seule réponse. En tout cas, il y en a tout de même une qui semble maintenant bien démontrée par des études à la fois chez l'animal, chez l'homme, etc. C'est l'activité sportive. Avoir une activité sportive physique, conserver une activité physique, c'est un gage de maintenir longtemps une cognition de qualité. Et peut-être même, ce sont les épidémiologistes qui nous montrent ça, peut-être que cette activité physique permet de reculer la survenue de certaines maladies cérébrales. Une remarque peut-être à ce propos, on a découvert ou redécouvert, en tout cas prouvé maintenant, qu'il y a des régions dans le cerveau, y compris l'hippocampe dont on parlait tout à l'heure, une structure importante pour la mémoire épisodique, où il y a aussi création de nouveaux neurones tout au long de la vie. Et ce qu'on appelle cette neurogénèse, la formation de nouveaux neurones tout au long de la vie, commence à être étudiée. On ne connaît pas tout sur son rôle fonctionnel, mais on commence quand même à avoir des preuves qu'elle joue un rôle très important dans la mémoire. Et l'exercice physique, l'enrichissement comportemental sont des activités qui vont entraîner une augmentation de cette neurogénèse. Et c'est vrai que toute cette recherche
a aussi des implications éventuelles en termes futurs de compensation possible de troubles de la mémoire. C'est stimulant et c'est un domaine de recherche, c'est vrai qu'on ne pressentait pas il y a une dizaine d'années. C'est vrai que les humains sont intéressés par les biographies, les autobiographies. La mémoire, c'est aussi ça. In fine, c'est pouvoir raconter sa vie, pouvoir la raconter aux autres. Et donc c'est la mémoire vraiment là, dans toute sa plénitude. Alors, est-ce que ce type de mémoire, il est envisageable également de l'étudier chez l'animal? Là, on arrive dans un domaine très, très compliqué, mais bon, les chercheurs ont des idées. Ah oui, ça non, j'avoue que je ne saurais pas tester la mémoire autobiographique chez l'animal. Lui demander de raconter sa vie, c'est très compliqué. Comme on l'a évoqué au début, un organisme sans langage, on est obligé d'avoir des artifices assez indirects pour pouvoir tester sa mémoire. Ce qu'on peut savoir chez l'animal, c'est si, par exemple, dans le cas d'une pathologie ou un modèle de pathologie, il a perdu plutôt des souvenirs récents ou des souvenirs anciens, ou l'inverse. Ça, on peut le savoir. Mais on ne sait pas si l'animal serait capable de nous reproduire dans quelle séquence les événements se sont produits. Donc si on lui fait apprendre deux choses à des moments différents, on peut tester ses performances sur les deux formes de mémoire, par exemple, et savoir qu'un souvenir plus récent a été mieux conservé ou moins bien conservé, alors qu'un souvenir plus ancien est mieux conservé. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas directement à la mémoire autobiographique, voilà, mais on peut mettre au point des paradigmes expérimentaux qui permettent de tester la capacité d'un animal à saisir et à récupérer des informations qui viennent de telle ou telle période. Et on peut penser que de cette façon, on peut essayer de reconstituer la façon dont il récupère des moments de sa vie. On peut aussi lui faire apprendre des séquences d'événements et lui demander s'il se souvient de l'ordre d'événements, mais là, ça va être dans des limites de temps relativement restreintes. Donc on n'est pas dans le cadre de la mémoire autobiographique, au sens où on l'entend chez l'homme, ça c'est clair. Quand on arrive à des notions de mémoire très complexes, comme ça, épisodiques, autobiographiques, on pense aux grands singes, enfin, des animaux qui sont relativement proches des humains, si on peut dire ça. Et puis j'ai vu des choses en fait assez surprenantes chez des animaux qui sont plus bas dans la hiérarchie phylogénétique, comme les oiseaux, certains oiseaux. Et là, j'ai l'impression qu'on touche un peu du doigt la mémoire épisodique. Tout épisodique, oui, mais pas la mémoire autobiographique. La mémoire épisodique chez les oiseaux, effectivement, elle a été démontrée, mais on n'est pas dans le registre, je crois, de la mémoire autobiographique au sens où on l'entend, c'est-à-dire que la remémoration consciente des événements successifs du passé, d'abord parce qu'on ne peut pas interroger l'animal. Donc peut-être en a-t-il une, mais on ne sait pas l'interroger. Oui, parce que si on laisse les oiseaux de côté, si on pense à un chien, par exemple, le chien qui retrouve son maître, est-ce qu'il se souvient de la dernière promenade avec son maître? La réponse n'est pas facile. La réponse n'est pas facile, non, non. Et en fait, la discussion qu'on a là, elle paraît peut-être un peu superflue par certains côtés, mais en fait, elle est fondamentale. Parce que quelqu'un qui, entre guillemets, perd la mémoire, c'est ce type de souvenir qu'il perd. Et l'angoisse des personnes qui ont des troubles de mémoire, c'est de perdre ce type de souvenirs, parce que ce sont les souvenirs les plus importants. C'est très important de se souvenir qu'est-ce qui s'est passé samedi soir, j'étais avec des amis. Si on n'a plus ces images, si on n'a plus cette impression de reviviscence, c'est en fait ça qui fait très peur, parce que c'est vraiment ce qui constitue notre identité, c'est cette capacité comme ça à revivre des éléments de notre vie qui sont très importants pour nous. Dans le domaine des mécanismes, on a assisté à une véritable explosion des recherches dans ce domaine qui est due à l'apport de technologies nouvelles aussi. On sait enregistrer 100 neurones en même temps chez un animal qui apprend quelque chose. On sait mesurer l'activité de dizaines de protéines dans des neurones activés par l'apprentissage, mesurer la création de neurones, la formation de synapses. Et on a une panoplie de mécanismes comme ça dont on sait qu'ils jouent un rôle fondamental dans la mémoire. Là où on a peut-être encore un peu des progrès à faire, c'est quels sont les pas qui vont d'un niveau
de complexité du cerveau à l'autre, à partir de modifications de l'expression de gènes dans un neurone, des modifications de protéines, la modification de l'activité du circuit, l'activité de vastes ensembles neuronaux, comment ils s'organisent, ils se synchronisent, jusqu'à la sortie qui va être la performance comportementale. Ces systèmes d'émergence entre niveaux, on a encore un peu de mal à leur trouver un sens en termes biologiques. Et ce sera probablement un des grands défis du futur. C'est déjà fini, bravo et merci. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau débat, 2 invités sur ce même plateau, rien que pour eux.